Bienvenue à tous au 21e Festival interculturel du conte de Chigny. Nous avons le plaisir ce soir d'accueillir pour la première fois à Chigny Marc Buléon, conteur qui nous vient de Nantes et qui a d'ailleurs assuré un atelier conte ces 3 derniers jours à Chigny. Donc Marc Buléon est un artiste polyvalent. Il a plus d'une vie dans sa vie. Il est ébéniste, musicien, homme de théâtre. Il est aussi créateur et directeur artistique d'un festival du conte, Paroles de partout, qui a lieu près de Nantes, dans un petit village en bord de Loire. Alors, sa vie de conteur est nourrie de rencontres. Et ce soir, le spectacle Géométrie des silences est fait d'un cheminement de rencontres qu'il a fait pendant 8 ans avec 8 autistes adultes. Le résultat de ce cheminement a donné ce spectacle que vous allez voir, mais également un livre que vous avez vu toi l'autre mois, vous l'avez vu à l'entrée, et maintenant un deuxième spectacle qu'il fait avec les personnes autistes en question. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour Marc Buléon. C'est un grand plaisir de l'accueillir aujourd'hui. Il sera également demain présent à Chigny. Et donc je vous souhaite beaucoup de plaisir en enregistrement en compagnie de Marc Buléon. Il y avait un champ immense, si grand qu'un cheval lancé au galop ne pouvait en faire le tour en une seule journée. Dans ce champ, il y avait des hommes en ligne, courbés sous le soleil, une machette à la main. C'était dans les années 80. Pedro Buenos faisait partie de ces hommes. C'était un coupeur de canne à sucre, un travailleur parmi des milliers d'autres au service d'un grand propriétaire terrien. Pedro Buenos habitait dans un village de cabanes en bordure du champ, dans une cabane de ce village de cabanes. Il travaillait 12 heures par jour, sa femme travaillait 12 heures par jour, et malgré cela, ils avaient du mal à nourrir leur famille. Au fil des ans, au fil de leur amour, ils avaient eu successivement un garçon, une fille, encore une fille, une autre fille, une fille encore, et puis un garçon. Tous les soirs, la femme de Pedro Buenos s'en allait dans la boutique du village, seule boutique à 40 km à la ronde, boutique qui appartenait au grand propriétaire. Tous les soirs, elle achetait de quoi nourrir sa famille. Le dernier jour du mois, l'homme derrière le comptoir lui disait « Tu me dois 1200 ». Elle disait « Ça t'aime 1000, j'ai que 1000 ». Alors l'homme sortait de sous son comptoir un grand cahier noir. Il l'ouvrait, il en tournait les pages, jusqu'à arriver à la page en haut de laquelle était inscrit le nom de Pedro Buenos. Et puis là, sous une colonne de chiffres déjà longue, il rajoutait 200. Plus la famille de Pedro Buenos s'agrandissait, plus sa dette augmentait. Le fils aîné de Pedro Buenos s'appelait Pedro Buenos. Et au village des cabanes, on disait Pedrito. Lorsque Pedrito a eu 10 ans, son père l'a vendu au grand propriétaire. Enfin, il a vendu sa force de travail pour payer les dettes de la famille. Et du jour au lendemain, Pedrito s'est retrouvé dans le champ de canne à sucre. Les enfants ne coupaient pas la canne, les enfants se contentaient de la ramasser, de l'entasser dans un coin du champ, 12 heures par jour. Les années ont passé, Pedrito a grandi dans ce champ de canne à sucre, c'est devenu un beau jeune homme, un bel Indien, puissant, délié, fin. Il était fier, Pedrito.
Au contremaître qui les surveillait dans le champ, il disait « Moi, mon nom, c'est Pedro Buenos. Pedrito, c'est juste pour mes amis. » Il avait un don, comme son père, son grand-père avant lui. Il savait conjurer des brûlures. Là-bas, on disait « faire taire le feu ». Et souvent, dans le village des cabanes, on l'appelait le soir. C'était toujours les mêmes histoires. C'était une femme qui s'était ébouillantée en faisant la cuisine ou un enfant qui s'était brûlé en jouant avec des morceaux de bois enflammés. Lui, il arrivait, il posait ses deux grandes mains de coupeur de canne au-dessus de la plaie, et puis il répétait « Vous faites si d'eshkel, vous faites si d'eshkel, vous faites si d'eshkel, je le ferai si Dieu le veut, je le ferai si Dieu le veut, je le ferai si Dieu le veut. » Acabé. J'ai fini. Au village des cabanes, toutes les filles tournaient autour de Pedrito. Mais lui, il n'avait Dieu que pour l'une d'entre elles. Iroupé. Ensemble, ils ont goûté à l'amour au milieu du champ de canne à sucre. Puis ils ont trouvé ça bon. Alors ils ont regoûté. Plusieurs fois. C'est bien qu'un matin, Iroupé s'est levé, puis elle a su qu'elle attendait un enfant. Ce jour-là, quand Pedrito est revenu du champ de canne à sucre et qu'il a appris la nouvelle, tout de suite il s'est rendu dans la boutique du village. Et à l'homme derrière le comptoir, il a dit « Il me prédémé d'Ashmil, prête-moi 10 000. » L'homme a sorti son grand cahier, il l'a ouvert, il en a tourné des pages, jusqu'à arriver à la première page vierge, en haut de laquelle il a écrit « Pedro Buenos d'Ashmil. » Le soir même, Pedrito et Iroupé étaient mariés. C'est pas vrai. Ce serait pas possible. Ce serait pas possible. C'est pas vrai. Elle, c'est Laure. La première fois où nous nous sommes rencontrés, c'est dans un lieu qu'on appelle la petite maison. C'était une petite maison dans laquelle on accueille des adultes autistes. Moi, on m'avait demandé de venir raconter des histoires. J'étais entré, ils étaient là, 6, en face de moi, assis dans des fauteuils. Je me suis assis en face d'eux, puis on a attendu. Puis au bout d'un moment, comme rien ne se passait, j'ai raconté la première histoire qui me passait par la tête, c'était le mythe de Sisyphe, l'histoire de l'homme qui pousse sa pierre en haut de la montagne. Et lorsque j'ai eu terminé l'histoire, Laure a regardé sa main, puis elle a dit « C'est pas possible. Ce serait pas possible. C'est pas vrai. Ce serait pas possible. » Quand elle était petite, elle était mignonne comme tout, elle souriait tout le temps. Les gens disaient, elle est mignonne comme tout, elle sourit tout le temps. Aujourd'hui, elle sourit souvent encore. Mais régulièrement, son visage est balayé par un masque de peur, d'effroi, puis elle sourit à nouveau la peur. Quand elle était petite, à l'âge où les autres enfants commençaient à marcher, elle a mis longtemps. Pour parler aussi, elle a mis longtemps. Quand elle était petite, elle est allée à l'école 2 ans. Première année, petite section de maternelle. Deuxième année,
petite section de maternelle. Redoublement d'entrée. C'était difficile pour elle, l'école. Un soir, elle est revenue, elle était couverte de bleu. Une autre fois, elle était griffée partout, sur les bras, sur les jambes. C'était des autres enfants. Ils ne supportaient pas qu'elle soit si différente. Alors ils faisaient comme font les enfants dans ce cas-là. Ils la bousculaient, ils la griffaient. Elle se défendait. Hein. Elle mordait. Tout ce qui passait à portée de sa bouche. Un soir, la maîtresse a convoqué les parents. Elle leur a dit, moi je ne veux plus voir votre fille dans l'école, elle est complètement folle, elle mord tout le monde, je ne veux plus la voir ici. Les parents ont dit, mais on va faire comment nous? Débrouillez-vous comme vous voulez, je ne veux plus la voir dans l'école. C'est sa mère qui m'a raconté ça. On était là un soir, tous les trois, chez eux, son père, sa mère et moi, autour d'une table. Et puis sa mère me racontait des anecdotes de l'enfance de l'autre. Elle a parlé pendant 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie. Au bout d'un moment, je me suis levé, je m'apprêtais à partir. Et c'est à ce moment-là que son père a pris la parole. C'est moi qui lui ai appris à lire. Et c'était tous les jours, tous les jours, tous les jours, même si elle ne voulait pas. J'ai appris à compter aussi. Mais ça, compter, j'ai pas réussi, non. Mais lire, oui. Elle sait lire, Laure. Elle lit pas très vite. Je ne sais pas très bien ce qu'elle comprend, mais elle lit. Elle a ses habitudes. Le vendredi, quand elle revient de la petite maison, elle s'arrête au tabac-presse, en haut de la rue. Elle fouille dans les revues, ça prend 10 minutes à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi, parce que pour finir, elle prend toujours la même. Elle monte les escaliers, elle s'enferme dans sa chambre et puis elle lit. Enfin, je crois qu'elle lit. Parce que sa chambre, c'est son univers, c'est son monde à elle. On ne rentre pas. Moi, je me suis construit une petite table établie sur le palier, juste à côté. C'est moi qui lui ai appris à lire. Le soir même, là-bas, au village des Cabanes, au Brésil, le Pedrito et Irupé étaient mariés. Une trentaine d'hommes avaient le statut de Pedrito. Leurs parents les avaient vendus aux grands propriétaires pour payer les dettes de la famille. Les représentants du grand propriétaire, dans le champ de canne à sucre, étaient des contremaîtres peu éduqués, bornés et armés, si bien que les ouvriers obéissaient. Un jour, l'un de ces contremaîtres leur a dit « Rentrez dans vos cabanes. Arrêtez le travail, préparez ce qu'il vous faut, vous allez couper la canne plus loin pendant 3 mois. » Pedrito a dit, mais moi je ne pars pas, ma femme est enceinte, Tu pars comme tout le monde, Pedro Buenos. Alors lui, il a regardé ses compagnons. Il leur a dit, toi tu vas partir. Tu vas laisser ta femme ici, toute seule. Et toi, tes filles. Et toi, et toi, et toi, et toi. Nous ne sommes pas des bêtes de somme, nous ne sommes pas des esclaves au service du grand propriétaire. Ne partirons que ce qu'il souhaite. Alors un des hommes a dit, tu as bien parlé, Pedrito. Je reste. Moi aussi. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. Ils ont tous repris leurs outils, se sont remis au travail. Le contremaître a dit, tu me paieras ça, Pedro Buenos. Un peu plus tard, un matin, Irupé a appelé à l'aide. Pedrito était déjà dans le champ de canne à sucre au loin. C'est une vieille femme qui l'a aidé à accoucher. Elle a mis au monde un garçon. Ce soir-là, lorsque Pedrito est rentré du champ de canne à sucre, il est allé dans la boutique du village. Un homme derrière le comptoir, il a emprunté 5 000, puis il a invité tous les habitants du village de Cabane devant sa cabane. Et lorsqu'ils ont été tous réunis, Irupé, sa femme, a déposé dans ses grandes mains de coupeur de canne leur petit garçon nouveau-né. Et puis lui, il est passé devant la foule réunie comme ça, puis il a dit, je vous présente Pedro Buenos. Ah, les gens ont dit, c'est long quand même.
Il a dit, ben, c'est pas grave, vous n'aurez qu'à l'appeler Pepe Buenos. Lorsque Pepe Buenos a été sevré, sa mère, Irupe, l'a confié à la garde d'une petite fille du village, et puis elle est repartie couper la viande, 2 heures par jour. Pepe Buenos, c'était un enfant tranquille. Si la petite fille du village, la petite gamine, a oublié de lui donner à manger le midi, Pepe Buenos ne disait rien. Si elle apercevait une autre fillette qui passait dans la rue et qu'elle partait jouer avec elle tout l'après-midi, Pepe Buenos ne bougeait pas de là où il était, là où sa mère l'avait posé le matin. Pepe Buenos ne bougeait pas, ne pleurait pas, ne criait pas. Les femmes du village disaient Pepe Buenos, un enfant en or. En ce temps de l'enfance de Pepe Buenos, sa mère, Irupe, tous les soirs lui chantait une berceuse où elle lui racontait une histoire. Et dans ces moments-là, elle lui parlait toujours en guarani, sa langue maternelle à elle, la langue de sa tribu. Le reste du temps, elle parlait en portugais comme Pedrito. En ce temps de l'enfance de Pepe Buenos, Pedrito, lui, tentait de monter un syndicat des coupeurs de canne pour défendre les droits des travailleurs. Il était puissant, Pedrito. Il pouvait couper la canne 12 heures par jour et pendant ces 12 heures, il n'arrêtait pas de parler à ses compagnons de travail pour les persuader d'adhérer à son syndicat. Et le soir, après le repas, il réunissait ses amis les plus proches et il leur expliquait quelle démarche faire, comment s'engager, quelle manifestation organiser. Et puis la nuit, il parlait encore à Irupe, il lui racontait ses rêves d'homme libre. Pedrito parlait du matin au soir et du soir au matin. Pepe Buenos, lui, à 2 ans, ne parlait pas. Les femmes du village disaient c'est normal, son père parle sans arrêt, alors lui, bon, ma foi, c'était. Pour le reste, Pepe Buenos ressemblait beaucoup à son père. À 5 ans, on lui en aurait donné 7. C'était un garçon étrange. Quand il regardait les gens ou les choses, on avait l'impression que son regard traversait ces personnes ou ces objets. À 7 ans, on lui en aurait donné 10. La plupart du temps, il était là, debout, devant la cabane de son père, puis il souriait. Pedrito aimait son fils comme il était. Pedrito adorait sa femme, Irupe. Et Pedrito aimait de plus en plus les coupeurs de canne qui venaient le voir nombreux le soir et qui lui disaient « On est avec toi, Pedrito. Pour le syndicat, on est avec toi. » Pedrito se sentait pousser des ailes. Et moi, je veux bien parler de moi aussi. Moi aussi, je veux bien parler de moi. Et moi, je fais des cauchemars la nuit parce que j'ai des craintes. Et moi. Lui, c'est Alexandre. Lui aussi vit dans la petite maison, avec l'or. Il est grand, il fait presque 2 mètres. Il est tout jeune, il a 20 ans. Il dit que c'est bien d'être grand parce que c'est pratique pour jouer au basket. Et puis il dit aussi que c'est bien pour faire du vélo. Il dit c'est compliqué le vélo. Le vélo c'est compliqué. Ben, ce qui est compliqué dans le vélo, c'est les ronds-points. Les ronds-points c'est compliqué. Pourtant mon père il m'a expliqué, mais moi quand j'arrive à un rond-point, je ne sais pas s'il faut tourner comme ça, ou s'il faut tourner comme ça. Alors c'est compliqué les ronds-points, c'est compliqué. Et puis comment je fais moi comment je fais quand je veux aller tout droit avec les fleurs au milieu? Comment je fais? C'est compliqué les ronds-points. C'est compliqué. Alors comme je sais pas, je tourne, je sais pas, je tourne, je sais pas, je tourne, je sais pas, mais j'ai jamais eu tatitan. Ma mère, elle dit, c'est j'ai un bon Dieu qui veille sur moi, mais moi, je crois que c'est parce que je suis trans. Et comme je suis trans, moi, je veux bien tenter. Quand j'étais petit, je n'étais pas trans, mais maintenant je suis trans, moi. Et comme je suis trans, je veux bien me marier, moi. Moi, je veux bien me marier, moi. Et toi, tu veux bien te marier, toi? Là-bas, au village de Cabane, au Brésil, Pedrito se sentait pousser des ailes. Un soir,
Un camion est entré dans le village. Il s'est arrêté juste devant la cabane de Pedrito. 4 hommes armés en sont descendus. Ils sont entrés dans la cabane. Ils ont bousculé Pedrito. Ils l'ont poussé brutalement vers le camion. Pepe Buenos s'accrochait à ses jambes. Les hommes armés lui donnaient des coups de pied pour lui faire lâcher prise, mais lui, il tenait bon. Ils l'ont embarqué avec lui. Ils ont roulé toute la nuit. Ils ont quitté la région des champs de canne à sucre. Ils ont roulé toute la journée du lendemain. Le soir, ils sont arrivés dans un village de cabanes, encore plus pauvre que celui qu'ils avaient quitté. Le chef des hommes armés les a fait descendre et il a dit à Pedrito, c'est là que tu travailleras désormais. Tu défricheras les terres alentour, elles appartiennent aux grands propriétaires. Dans ce village, Pepe Buenos était le seul enfant. Alors très vite, les hommes armés en ont fait leur bon à tout faire. Ils lui disaient, va ici, cours ici, prends ceci, prends cela, fais ceci, fais cela. Mais lui, il ne comprenait pas toujours. Alors souvent, il les regardait en souriant. Eux lui criaient dessus. Du coup, il les regardait avec ce regard qui transperçait les choses et les gens. Et ça leur faisait peur. Un jour, les hommes armés étaient assis en cercle en train de se reposer. Les travailleurs étaient au loin. Pepe Buenos était debout devant un brasero sur lequel chauffait une gamelle de café. Un des hommes armés lui a dit « Apporte le café ». Seulement Pepe Buenos était dans un autre temps, un autre monde. L'homme s'est levé, il est allé jusqu'au brasero, il a pris la gamelle de café, il l'a mise dans les mains de Pepe Buenos, lui a dit « Allez, bouge-toi, apporte ». Pepe Buenos l'a regardé en souriant. Alors l'homme l'a giflé. Pepe Buenos a lâché la gamelle de café, le café s'est renversé par terre. L'homme l'a giflé à nouveau, il l'a forcé à s'agenouiller. Il a pris une corde qui traînait par là, il lui a attaché les poignets dans le dos, puis les chevilles, puis les poignets aux chevilles. Et avec ce qui restait de corde, il l'a frappé. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. À chaque coup de fouet, il lui disait « Mais parle! Dis quelque chose, parle !» Il a frappé si longtemps et si fort qu'à la fin, Pepe Buenos a lancé un cri. Un cri si violent que son père, là-bas dans le champ, a entendu et il a su que c'était lui. Il est revenu au village. Arrivé à l'entrée du village, il a vu l'autre qui continuait à frapper Pepe Buenos. Il avait sa machette à la main. Il a couru vers Pepe Buenos, mais le chef des hommes armés, lui, a pris son fusil et il a tiré. Pedrito s'est écroulé dans la poussière. Le chef des hommes armés s'est levé. Il était allé couper les liens qui retenaient Pepe Buenos prisonnier. Pepe Buenos s'est relevé, il a regardé son père, mort. Il a regardé le chef des hommes armés et il a dit « Mao, homme, Mao ». Ce qui veut dire méchant, homme, méchant. Puis il est parti droit devant lui. Le chef des hommes armés a dit « Laissez-le, il n'ira pas loin ». De l'autre côté de l'Atlantique, à la sortie d'un petit bourg, dans une maison, un homme et une femme, debout, se tiennent enlacés. La femme dit à l'homme, « Je ne veux pas continuer comme ça. Je n'irai pas plus loin. Je sais que jamais je ne porterai d'enfant, alors si tu es d'accord, nous allons en adopter un. Et nous ferons en sorte que cette adoption soit aussi belle, aussi forte qu'une naissance. » Quelques mois plus tard, l'homme, on les appelle du Brésil, on leur dit, un enfant est disponible. Un garçon, oui. Ah, c'est difficile à dire. 7 ans, 10 ans. On l'a trouvé dans un champ de canne à sucre, abandonné, à moitié mort de faim, le ventre gonflé, couvert de vermine. Ah, des séquelles, c'est possible. Non, pas beaucoup, non.
Non, il dit juste son nom, il dit qu'il s'appelle Pepe Buenos, mais il doit bégayer, ça doit être Pepe Buenos. Par chez nous, il y a beaucoup d'enfants qui s'appellent Pepe. Encore quelques mois, puis un matin, l'homme et la femme sortent de chez eux. Et voiture, train, aéroport Roissy-Charles de Gaulle, avion, Rio de Janeiro, deuxième avion, grande ville à 3000 km au nord-ouest de Rio, voiture à nouveau, quartier très pauvre, maison délabrée tenue par des bonnes sœurs, long couloir, porte. La mère supérieure leur dit, derrière cette porte se trouve l'enfant. Si vous ouvrez cette porte, vous ne pourrez plus revenir en arrière. L'enfant était là. L'homme avait emporté une peluche, il la tenait dans ses mains. Il l'a lancée au pied de l'enfant. Alors l'enfant s'est accroupi, il a pris la peluche, puis il l'a lancée au pied de l'homme. Alors l'homme s'est accroupi, il a pris la peluche, puis il l'a lancée dans les bras de l'enfant l'a lancée dans les bras de l'homme, et puis petit à petit, ils se sont apprivoisés. Ils sont revenus tous les trois au Brésil, en France. L'homme, la femme et Pepe Buenos. Quand ils sont arrivés dans le petit bourg, là, toute la famille était là pour les accueillir, et puis tous les amis aussi. Et chose plus surprenante, la moitié du village, en l'honneur de Pepe Buenos. Les années ont passé, puis Pepe Buenos a appris à aimer ses nouveaux parents. À 12 ans, il ne parlait toujours pas. Le psychiatre a dit IME. À 14 ans, IMP. À 16 ans, HP. IME, IMP, HP, instituts divers et variés, rien n'y faisait, Pepe Buenos ne parlait pas. Ses parents ont décidé de consulter un grand psychiatre à la capitale. On les a fait entrer dans une grande pièce. Dans cette grande pièce, il y avait un grand bureau. Devant le grand bureau, il y avait des grands fauteuils. Au mur, il y avait des grands tableaux. Tout était grand chez le grand psychiatre. Même sous le bureau, l'espace où l'on mettait ses jambes était grand. Et c'est là que Pepe Buenos s'est réfugié, il s'est roulé en boule, il s'est mis à baver, à halter comme un chien, et sa mère lui a dit « Mais sors d'ici, Pepe, quand même !» Le grand psychiatre a dit « Ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. » Il a reculé sa chaise pour pouvoir étendre ses jambes sans déranger Pepe Buenos. Puis il a dit « J'ai bien étudié le cas de votre fils. Et pour moi, il ne fait aucun doute qu'il souffre de ce qu'on appelle des troubles envahissants du développement, d'autisme ou de quelque chose d'approchant. » La femme a dit, quand il était petit, il ne faisait pas des choses comme ça, là, se mettre. Puis il parle quand même. Il dit son nom. L'homme a dit, quand il était petit, ça ne se voyait pas du tout sur son visage. Pas du tout. Le psychiatre a dit, mais je ne vous reproche rien, je ne vous accuse de rien. Je vous dis juste de quoi souffre Pepe Buenos, c'est que pour son bien-être, il faudrait lui trouver un lieu spécialisé dans l'accueil des adultes autistes, c'est tout. L'homme a dit, il sera toujours comme ça. Comment ça, comme ça? Le soir, il se met sur la route devant la maison. Puis il regarde. Seulement, il n'y a rien à voir. Personne ne passe jamais par ici. Il peut rester là des heures, sous la pluie, sous le soleil. Il sera toujours comme ça.
Moi, les garçons, ils disent que j'ai une belle poitrine. Oh, t'as dit poitrine, c'est dégoûtant, poitrine. Elle a dit poitrine, faut pas dire poitrine, c'est dégoûtant, poitrine. Pourquoi tu dis poitrine, faut pas dire poitrine. C'est dégoûtant, poitrine. Elle dit poitrine, c'est dégoûtant. La poitrine, c'est ce qui différencie les hommes des femmes. Chez les femmes, elle est plus développée. Il y a aussi la poitrine chez les animaux. Il y a la poitrine de porc et il y a la poitrine de bœuf. Mais la femme du bœuf, c'est la vache. Et pour la vache, on ne dit pas la poitrine, on dit les mamelles. On dit les mamelles. Oh, t'as dit mamelle, c'est dégoûtant, mamelle. Il a dit mamelle, c'est dégoûtant, mamelle. Faut pas dire mamelle, c'est dégoûtant, mamelle. Pourquoi tu dis mamelle? Faut pas dire mamelle, c'est dégoûtant, mamelle. Moi, les garçons disent que j'ai une belle poitrine. Elisabeth, Daniel, Damien. Eux trois aussi vivent dans la petite maison. C'est là que Pépé Buenos a fini par arriver sur les conseils du grand psychiatre. Il s'entend bien avec eux tous. Il s'entend bien avec Laure. Il s'entend bien avec Alexandre. Il s'entend bien avec Damien. Damien qui parle tout le temps. Damien qu'on ne peut jamais arrêter. Damien qui veut toujours donner des explications sur tout. Damien qu'on ne peut jamais lui clouer le bec, sauf si on lui pose une question. Daniel s'entend bien avec Daniel, aussi Daniel qui ne supporte pas qu'on prononce un mot qui est à voir avec le corps ou avec le sexe. Et puis il s'entend bien avec Elisabeth. Elle, c'est la première arrivée, c'est la plus ancienne. Elle, quand elle était petite, elle vivait avec sa mère. L'été, sa mère l'installait derrière la maison, dans la cour, à l'ombre d'un pommier. Elle allait lui chercher 2 escargots dans les fourrés. Elle lui mettait un escargot dans chaque main, puis elle partait vaquer à ses occupations. Elle savait qu'Elisabeth ne bougerait pas. Elisabeth posait les 2 escargots devant elle, puis elle attendait. Elle voulait qu'il fasse la course droit. Ça pouvait prendre tout l'après-midi. Et moi, je sais aussi pourquoi les estardeaux, ils ont des cornes. Et moi, les estardeaux, ils ont des cornes parce que... Et moi, le psychiatre, il a dit que j'avais un problème. Mais le tel, je sais pas, je sais pas. Je peux le dire. Autisme. L'autisme est un trouble envahissant du développement. Un comportement anormal est observé dès l'âge de 3 ans, mais ça peut être avant. Le comportement est souvent répétitif, ça continue à l'âge adulte. L'adulte, c'est quand on a fini sa croissance. Après, c'est la vieillesse et la mort. Mais la mort, ça dépend dans quel pays. Il y a des pays comme en Inde où on dit qu'on ne meurt pas mais qu'on se réincarne. C'est l'âme qui se met dans un autre corps. Le corps humain a 436 muscles. Il y en a pour manger, il y en a pour boire, il y en a pour rire et il y en a pour le sexe. Ouais, t'as dit sexe, c'est dégoûtant, sexe. Il a dit sexe, c'est dégoûtant, faut pas dire sexe. Pourquoi tu dis sexe, Damien? Pourquoi tu dis sexe?
Pépé Buenos s'entend bien avec eux tous. Seulement, il ne parle pas. Un jour, une femme est entrée dans la petite maison pour régler un problème administratif. Elle était enceinte de quelques mois, elle avait un joli ventre bien arrondi. Elle a pris le temps d'aller saluer tous les habitants de la petite maison. Et quand elle est arrivée à Pépé Buenos et qu'elle lui a serré la main, lui, il n'arrivait pas à détacher son regard de son ventre à elle. Puis au bout d'un moment, il a écarté les pans de sa chemise à lui, il a regardé son propre ventre, il a dit « Épée, faute ». C'était la première fois qu'il parlait. Personne s'en est rendu. Sauf peut-être Élisabeth. Elle s'est levée, elle a dit « Moi, quand je suis sortie du ventre de ma mère, c'était tout noir. Dedans aussi, c'était tout noir. Et je croyais que dehors, mais dehors, c'était tout noir aussi. Après, j'ai ouvert les yeux. C'était éblouissant. Je voulais rentrer dans le ventre. C'était bien dans le ventre. C'était chaud. C'était mouillé. Ouais, t'as dit mouillé, c'est dégoûtant mouillé. Elle a dit mouillé, faut pas dire mouillé, c'est dégoûtant mouillé. Elle a dit mouillé. C'était bien dans le ventre. Pour faire un enfant, il faut un homme et une femme. Et l'homme met son pénis dans le vagin de la femme. Bon, c'est dégoûtant, tu vas pas raconter ça quand même. Il va pas raconter ça quand même. Tu vas pas raconter ça. Et les spermatozoïdes sortent. Il a dit, et ils font la course pour arriver le premier à l'ovule. Et ils font la course pour arriver le premier à l'ovule. Et ils font la course pour arriver le premier à l'ovule. Et ils font la course. Et il y en a un qui gagne. Et le bébé grossit. Et le ventre grossit, et le bébé grossit, et le ventre grossit, et le bébé grossit, et le ventre grossit. Et il explose, et il explose, et il explose. Et le bébé sort. Et le bébé sort. La femme chante. Elle chante pour sa petite fille nouvellement née. Elle chante pour la beauté, pour la lumière dans les yeux de sa petite fille nouvellement née. Il y a longtemps qu'elle a chanté, cette femme. Un jour, quand elle avait 7 ans, dans une église, on lui a dit « Tais-toi, tu chantes faux ». Elle n'avait plus jamais chanté depuis. Mais là, devant la lumière, devant la beauté des yeux de sa petite fille nouvellement née, c'est sorti tout seul. Alors l'homme lui a dit « Tu chantes, toi, maintenant ?» Elle a dit « Oui, pour la lumière, pour la beauté de notre petite fille nouvellement née, pour la lumière de ses yeux, je chante, oui. »
Alors il a dit, si toi tu chantes, alors moi je vais danser. Et il a dansé d'un bout à l'autre de la maison, il a dansé de haut en bas, de bas en haut. Il a si bien dansé que les portes et les fenêtres se sont ouvertes. Dehors, le soleil a brillé, puis les rosiers ont fleuri. La brise s'est emparée du parfum des roses. Elle a parcouru toute la surface de la terre. Elle est allée jusque sur les champs de bataille. Quand les soldats ont senti le parfum des roses, ils ont compris que la petite fille était née. Alors ils ont jeté leurs armes dans les fossés, ils se sont embrassés. Les rois ont signé des traités de paix. Voilà tout ce que la femme a vu dans les yeux de sa petite fille. Puis le temps a passé. Les rois ont déchiré les traités de paix. Les soldats ont repris les armes. La brise est parfois devenue tempête. Le soleil a partagé le ciel avec la pluie. Les rosiers ont fané. Mais ils ont refleuri. Les portes et les fenêtres sont restées ouvertes. L'homme, c'est vrai, ne danse plus beaucoup. Mais la femme, elle chante toujours. C'est devenu sa force. C'est devenu sa force le jour où elle a enfin compris que Laure, sa fille, ne serait jamais tout à fait comme les autres enfants. Les médecins le lui disaient depuis longtemps, mais elle ne pouvait pas l'entendre, elle ne voulait pas l'entendre. Puis un jour, c'est devenu une évidence. Laure avait 5 ans. Ce jour-là, elle a serré sa petite fille contre elle, et puis elle a pleuré. Elle a pleuré sur sa vie à elle, puis sur la vie de sa fille. Elle a pleuré longtemps, et lorsqu'enfin les larmes se sont taries, elle a écarté le visage de sa fille, et puis elle l'a regardé. Elle a regardé ses yeux. Et dans ses yeux, elle a vu la même lumière, la même beauté qu'au jour de sa naissance. Alors elle lui a dit, tu sais ma fille, quand tu es née, tu m'as apporté une joie immense. Puis tu m'as donné le chant. Alors je chanterai pour toi ma fille, jusqu'à ma mort. Aujourd'hui encore, elle chante pour sa fille. Elle ne la porte plus dans ses bras, non, Laure est beaucoup trop grande, beaucoup trop lourde. Mais elle la serre contre elle, elle esquisse quelques pas de danse et puis elle chante. Et ça leur fait du bien, à toutes les deux. Moi, je veux bien me marier un jour. La fois où Elisabeth a dit ça dans la petite maison, il y a eu un grand silence. Puis Pépé Bueno s'est levé, il est sorti, c'était l'été. Dehors, il y avait une pelouse avec des pâquerettes. Il s'est penché, il a ramassé une pâquerette, il est rentré, il s'est planté devant Elisabeth et il a dit « Aïe, Eli, oh. » Seulement parfois, le regard d'Elisabeth était comme celui de Pépé Buenos. Il traversait les choses et les gens sans les voir. Ce soir-là, Pépé Buenos ne s'est pas posté sur la rue devant la maison de ses parents comme il faisait d'habitude. Il est entré dans la salle de bain, il a emprunté à sa mère un petit miroir et puis s'est enfermé dans sa chambre une bonne partie de la nuit. Je t'aime et lui au P. Je t'aime. Je t'aime et lui au P. Je t'aime. Le lendemain matin, c'était le premier arrivé à la petite maison. C'était l'été, la porte était ouverte, il s'est installé sur le seuil, puis il a attendu. Devant lui, il y avait l'allée qui menait au parking. Elle est arrivée. Elisabeth. C'était l'été, elle portait une petite robe à fleurs. Elle était belle. Elle était belle comme l'eau d'un ruisseau. Elle était belle comme l'eau d'un torrent, elle était belle,
Elle était belle comme l'eau d'une cascade, elle était belle comme un océan, elle était belle, elle était tellement belle que lorsqu'elle est arrivée à la porte d'entrée, lui il était plaqué contre le mur du fond. Et puis il a juste réussi à dire « On you uli o ». Ah, c'est difficile l'amour, hein, Pepe Buenos. En dehors de ses problèmes amoureux, Pepe Buenos allait plutôt bien. Seulement, il ne parlait pas. Le silence, c'était sa façon à lui de maintenir le monde à distance. C'était son armure. À chacun son armure. Daniel, tu vas pas parler de moi quand même, tu vas pas parler de moi, tu vas pas parler de moi. Daniel, lui, quand il était petit, il avait peur de tout. Les jours de vent, il se cachait derrière sa mère, et puis il disait « Arrête le vent, maman, arrête le vent !» Maintenant, c'est plutôt des hommes dont il a peur. Quand il monte dans un bus, il va voir les gens, puis il dit « Tu vas descendre, il ne faut pas rester là, tu vas descendre, il va descendre, il ne faut pas rester là, tu vas descendre. Elle va descendre, il ne faut pas rester là, elle va descendre, tu descends, il ne faut pas rester là. » Dans les ascenseurs, il fait pareil. Moi, ma mère, elle dit qu'un jour, j'ai raté le bus. C'était un vendredi. Pour rentrer de l'IME, il y avait un quart, puis après, il y avait un deuxième quart. Je suis monté dans le premier quart. Quand il est arrivé, je suis descendu. J'ai attendu le deuxième quart. C'était long. J'ai attendu le deuxième quart. C'était long. J'ai attendu le deuxième quart. Il n'est pas venu. C'est la nuit qui est venue. Alors j'ai fait comme le premier quart, même route. À pied. Comme le premier quart. Même route. C'était long. Comme le premier quart. C'était long. Ma mère, elle dit que c'est les gendarmes qui m'ont retrouvé. Ma mère, elle dit qu'il faisait jour quand les gendarmes m'ont retrouvé. Ma mère, elle dit qu'on est handicapé. On est handicapé. Lundi matin. Comme tous les lundis matins, je me rends à la petite maison. Comme tous les lundis matins, nous travaillons sur le nouveau projet de spectacle. Comme tous les lundis matins, à 11h, Elisabeth se met à la cuisine. C'est son tour. Elle sort un plat brûlant du four. Le plat est trop lourd pour elle. Elle l'incline, la sauce bouillante coule sur son bras. Elle se brûle, elle lâche le plat, elle dit « J'ai mal à ma main, j'ai mal à ma main ». Tout le monde s'agite autour d'elle, tout le monde crie, sauf Pepe Buenos. Il s'approche d'elle, il pose la main sur la brûlure, puis il dit « Fosset teşkel, fosset teşkel, fosset teşkel, copé ». Il a guéri ma main. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je fais le détour par le village d'à côté, là où habitent les parents de Pepe Buenos. Je frappe à la porte, c'est son père qui m'ouvre. Il me fait entrer. Il me demande de m'asseoir. Je lui raconte ce que j'ai vu le matin et je lui dis « Mais vous saviez que votre fils avait un nom ?» Je sais, oui. Moi aussi, j'ai un don. Je conjure les verrues. Mais lui, Pépé, c'est bien plus fort. Lui,
Lui, il conjure les brûlures. Chez nous, on dit faire taire le feu. Je m'en suis rendu compte cet hiver. Le mardi, je reçois les gens pour les histoires de verrues. Et ces jours-là, Pépé ne va jamais sur la route, là, devant la maison. Le mardi, il est toujours resté avec moi dans la cuisine. Cet hiver, une vieille femme est venue un mardi soir. Elle m'a montré une plaie qu'elle avait à la jambe. Elle s'était brûlée la veille. Bon, je lui ai dit que je ne pouvais rien faire pour elle, que je ne savais pas conjurer les brûlures. Alors j'ai vu Pépé se lever de son tabouret, il a traversé la cuisine, s'est accroupi devant la vieille femme, il a posé délicatement la jambe de la vieille femme sur sa cuisse, il a mis ses mains au-dessus de la plaie, puis il a répété une formule. Moi je me suis dit tout de suite que c'était du portugais, enfin non, je me suis rien dit du tout, je comprenais rien à cette histoire-là, je l'avais jamais vu prendre une initiative, Pépé, je l'avais jamais entendu parler. Enfin, il a dit des choses, il s'est frotté les mains comme s'il chassait une poussière. Et la femme, aussitôt, m'a dit « C'est incroyable, je ne sens plus rien. » Ça s'est vite su, dans le village. Les gens viennent souvent maintenant. Toujours les mêmes histoires, une femme qui s'est ébouillantée en faisant la cuisine, ou un enfant qui s'est brûlé en jouant dans la cheminée. Et lui, Pépé, je sais comment il fait maintenant. Enfin, je sais ce qu'il dit tout au moins. Il parle en portugais. Il dit, il met les mains comme ça, puis il dit, vous faites si desquels, vous faites si desquels, vous faites si desquels. Ça veut dire, je le ferai si Dieu le veut, je le ferai si Dieu le veut, je le ferai si Dieu le veut. Puis après, quand il se frotte les mains comme ça, s'il dit acabé, ça veut dire j'ai fini. Du coup, les gens le regardent différemment, mon Pépé. Il a une fonction maintenant dans le village. Et puis il parle. Ça, c'est important pour les gens. Même s'ils répètent toujours les mêmes formules, pour eux, ça change tout, ça. Du coup, il ne le regarde plus pareil, et puis lui, il sait qu'on le regarde autrement, alors il se tient plus droit, mon Pépé. Il a grandi. Regardez-le bien lundi prochain, vous verrez. Il a grandi, mon Pépé. Il avait raison. Le lundi suivant, j'ai bien observé Pépé Buenos, et c'est vrai qu'il se tenait plus droit, et c'est vrai qu'il paraissait plus grand. Et puis surtout, maintenant, il regardait vraiment les gens, droit dans les yeux. Il n'avait plus ce regard qui transperçait comme ça, non, il le regardait vraiment. Enfin, surtout Elisabeth. Un jour, ils étaient là dans la petite maison, et Pépé Buenos était assis à la grande table. Elisabeth venait de poser le pot de café sur la table, les autres étaient dans le potager à l'extérieur. Elisabeth se tenait debout devant, tout près de la cafetière électrique, dont la plaque était encore brûlante, puis se regardait. Vraiment. J'ai mal à la main. J'ai mal à la main. Vous êtes déchiqué. Vous êtes déchiqué. Le lendemain, il s'est brûlé avec une cigarette. Vous êtes déchiqué. Vous êtes déchiqué. Le jour d'après, avec un briquet. Vous êtes déchiqué. Vous êtes déchiqué. Faut plus le faire. Élie en paix. Faut plus le faire. Je ne le ferai plus. Quelque temps plus tard, la mère d'Elisabeth a invité Pépé Buenos à déjeuner un dimanche. Il est arrivé à 10h. Il a frappé à la porte. Elisabeth a ouvert, ils ne se sont rien dit. Elle l'a fait entrer, Pépé Buenos a visé la première chaise qu'il a vue dans la cuisine. Elisabeth est allée à l'évier, elle a pris une tasse, elle l'a posée sur la table devant Pépé Buenos. Elle est retournée à l'évier, elle a pris une petite cuillère, elle l'a posée à côté de la tasse de Pépé Buenos. Elle est allée à la gazinière, elle a pris la casserole de café, elle a rempli la tasse de Pépé Buenos, elle a ramené la casserole de café sur la gazinière. Elle a ouvert le meuble à 2 portes en hauteur, elle a pris la boîte de sucre, elle a refermé le meuble, elle a posé la boîte de sucre sur la table. Elle a ouvert la boîte de sucre, elle a pris un morceau de sucre, elle l'a mis dans la tasse de Pépé Buenos, elle a refermé la boîte de sucre, elle l'a remise dans le meuble, elle a refermé le meuble. Elle est retournée à la table, elle a pris la petite cuillère, elle a remué
de sucre dans la tasse de Pépé Buenos, elle a posé la petite cuillère sur la table. Elle a vu que ça faisait une tache, elle a repris la petite cuillère, elle l'a ramenée dans l'évier, elle est revenue pour s'asseoir en face de Pépé Buenos, mais elle a vu que la tache était restée, elle est retournée à l'évier, elle a pris une éponge, elle a enlevé la petite tache, elle a remis l'éponge dans l'évier, elle s'est assise en face de Pépé Buenos. Pépé Buenos a pris sa tasse de café, il l'a avalé d'un trait, il l'a posée sur la table. Elisabeth s'est levée, elle a pris la tasse, elle l'a mise dans l'évier, elle est revenue s'asseoir en face de Pépé Buenos, il était 10h10. Ils se sont regardés jusqu'à midi. Et ils étaient heureux. Les visites se sont accélérées, puis un jour, Elisabeth a dit à sa mère: moi, je veux bien me marier avec Pépé Buenos. Sa mère a dit: pourquoi pas? Pourquoi pas, ma fille? Moi, je veux bien avoir des enfants avec Pépé Buenos. Dans l'antre de ton ventre, Elisabeth, il y avait un rêve que tu appelais enfant. Tu l'avais toujours cru lové dans tes entrailles, comme un être en suspens. Tu croyais qu'un seul mot suffirait à le rendre vivant. Et tu as découvert qu'à l'ombre de tes rêves, ta mère veillait tout le temps. Elle avait peur pour toi, pour elle, dans sa vieillesse, de l'idée d'un enfant. Elle a dit non, ma fille. Et tu as accepté, sans combattre vraiment. Dans l'antre de ton ventre, Elisabeth, il n'y aura pas plus que le rêve d'un enfant. Dans l'antre de ton ventre, il n'y aura pas plus que le rêve un enfant. Ils vont se marier. Ils vont se marier. Et moi, ils ont dit que je vais être le témoin. Et moi, je vais être le témoin. Je vais être le témoin. Je vais être le témoin. Le témoin, c'est celui qui se porte garant de l'homme et de la femme. L'homme et la femme se jurent fidélité pour la vie. Si la femme trompe l'homme, on dit que l'homme est cocu. Oh, t'as dit cocu, c'est tout le temps cocu, il a dit cocu, faut pas dire cocu, t'as dit cocu. Ou alors on dit qu'il porte des cornes. Moi je sais pourquoi les estardots ils portent des cornes. Moi je sais pourquoi ils portent des cornes. Ils étaient tous réunis dans la mairie de la ville où habitait la mère d'Élisabeth, tous réunis pour le mariage d'Élisabeth et de Pépé Buenos. Il y avait bien sûr Elisabeth et Pépé Buenos et toute leur famille, et puis il y avait Laure et Alexandre, les témoins et leur famille, puis il y avait Daniel, Damien et leur famille, d'autres amis. Ils étaient tous là dans la mairie, et lorsque le maire, avec son écharpe tricolore autour du cou, a dit à Elisabeth: « Elisabeth, voulez-vous prendre pour épouse Pépé Buenos ?» Elisabeth a dit: « Moi, je veux bien me marier avec Pépé Buenos. » Mais lorsque le maire a dit à Pépé Buenos: « voulez-vous prendre pour épouse Elisabeth ?» Pépé Buenos n'a rien répondu. Est-ce qu'il n'avait pas compris la question? Est-ce qu'il ne l'avait pas entendue? Est-ce qu'il était impressionné par toute cette foule réunie, et le maire avec son écharpe tricolore, les fauteuils rouges? Il n'a rien dit.
Le maire a attendu, les gens ont attendu. Pour toi, tu dis pas que tu veux te marier, Pépé Buenos. Pour toi, tu dis pas que tu veux te marier. Faut dire oui, Pépé Buenos. Il faut dire oui, Pépé Buenos. Il faut dire oui. Il faut dire oui, Pépé Buenos, c'est pas dégoûtant. Il peut dire oui, c'est pas dégoûtant. Il faut dire oui, Pépé Buenos. Il faut dire oui, Pépé Buenos. Il faut dire oui, Pépé. Moi, je veux bien me marier, Pépé Buenos. Mais Pépé Buenos n'a rien répondu. Il a fait demi-tour, il est sorti de la mairie, il a descendu les marches du perron. Il est parti sur le trottoir qui longeait le boulevard face à la mairie. La ville grouillait, la ville bruissait, ça lui emplissait les oreilles. Pour chasser tout ce bruit, ce vacarme, là, il s'est mis à courir. Et plus il courait, plus le bruit de la ville disparaissait, et plus il courait, plus de très loin venait une voix qui emplissait peu à peu son crâne, et une voix qui couvrait tous les bruits de la ville, une voix qui lui parlait en guarani, une voix qui devenait de plus en plus limpide, plus il courait, une voix qui lui disait « Mais prends l'amour, Pépé Buenos, aime l'amour, Pépé Buenos, prends la vie, Pépé Buenos, aime la vie, Pépé Buenos !» C'était la voix de sa mère qui lui parlait en guarani, et plus il courait vite, et plus cette voix était claire et limpide, elle lui disait « Mais aime la vie, Pépé Buenos, aime l'amour, Pépé Buenos, prends la vie, Pépé Buenos, prends l'amour, Pépé Buenos !» Il s'est arrêté pile, il a fait demi-tour, il a couru vers la mairie. Les autres étaient tous là sur le perron, c'était comme l'arrivée d'un marathon. Les gens disaient « Vas-y, Pépé Buenos, allez, Pépé Buenos, vite, Pépé Buenos !» Et lui, il entendait « Prends la vie, Pépé Buenos, prends l'amour, Pépé Buenos !» Il a grimpé 4 à 4 les marches du perron. Le maire a juste eu le temps de remettre son écharpe tricolore et de lui dire « Pépé Buenos, voulez-vous prendre pour épouse Elisabeth ?» Et lui, dans la langue de sa mère, en guarani, il a dit « Oui. » Le maire a dit « Je vous déclare unis par les liens du mariage. » Le mariage, dans le dictionnaire, ça vient après Marguerite et Margouilla. Et après, il y a Marie-Jeanne et Marie-Salope. Oh, t'as dit salope, c'est dégoûtant, salope, il a dit salope. Pourquoi tu dis salope, Damien? Pourquoi tu dis salope? Pépé Buenos et Elisabeth vivent maintenant dans un petit appartement. Quelqu'un passe le matin et le soir pour les aider. Financièrement, ils sont autonomes. Ils sont reconnus travailleurs handicapés. Et puis, il y a les soins de Pépé Buenos qui complètent. Pour le reste, Pépé Buenos s'en sort avec la parole, avec les langues. Quelques mots de portugais, la langue de son père, pour soigner les brûlures, soigner les autres. Quelques mots de guarani, la langue de sa mère, pour se soigner. Quelques mots de français, la langue de l'amour, ça c'est pour Elisabeth. Et puis il y a la langue qu'il a toujours aimée, qu'il aime, et qu'il aimera toujours le plus, le silence. Vous remercier d'avoir été ici si longtemps dans cette fournaise. Je voulais aussi remercier d'abord et avant tout, bon il y a Jean-Luc qui est là, qui fait un super boulot. Et remercier surtout Elisabeth, Pépé Buenos et les autres qui ne portent pas ces noms-là dans la vraie vie bien sûr.
qui m'ont, eux et leur famille, qui m'ont confié comme ça des fragments de vie avec une grande émotion et une grande confiance et une grande fragilité aussi, et qui m'ont dit colporter tout ça. Donc merci à eux d'avance. Vous pouvez les retrouver, si vous le souhaitez, dans un petit livre qui se trouve à la sortie là. Mais d'abord et avant tout, merci à eux de leur confiance, parce que ce spectacle n'est que le résultat d'un long parcours que je mène avec eux depuis 8 ans maintenant. Merci.